Bonsoir, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Merci à ceux qui nous suivent déjà depuis le début. Vous le savez, demain c'est le 1er mai. Vous êtes pour la plupart d'entre vous en congé. Pourquoi ? Parce que l'on célèbre le travail. On ne célèbre pas tout à fait le travail, on célèbre surtout les travailleurs, mais disons que les termes ont quelque peu évolué au cours du temps. Une fête dont les revendications, on s'y attend, feront un écho quelque part à ce que vous, en tant que travailleurs, vous avez vécu pendant un long mois de confinement. Que revendiquent aujourd'hui les organisations syndicales ? Ces requêtes ont-elles évolué, justement, avec ce confinement ? Et puis, ça nous amène aussi à questionner le paradigme travail. Lui aussi, est-il amené à muter ? Et alors, s'il mute, on se questionne sur le demandeur d'emploi. Est-ce que le futur travailleur, lui aussi, devra s'adapter à un nouveau contexte de travail ? Bref, y aura-t-il un avant et un après coronavirus pour les travailleurs belges ? C'est une question que l'on se pose ce soir avec 4 invités, dont 2 sont avec moi en plateau. On commence par les femmes. Florence Blémont, bonsoir. Bonsoir Katharina. Vous êtes CEO de WooWoo Community, un réseau d'entrepreneuses qui compte quelques 500 membres et on parlera notamment avec vous de télétravail et de garderie. Merci à vous pour votre présence. Robert Verteneuil est avec nous également ce soir. Bonsoir, vous êtes président de la FGTB et vous nous rappellerez l'importance de revaloriser des métiers qui ont été cités comme étant essentiels durant la crise, mais disons que leur salaire n'est pas forcément aussi essentiel que cela aujourd'hui. Et nous rejoindrons également par Skype Pierre Tilly. Bonsoir Pierre Tilly, vous êtes spécialiste en histoire sociale, professeur à l'UC-Louvain et à Saint-Louis. Vous nous rappellerez notamment d'où vient ce 1er mai et quelles en étaient les revendications historiques. Bonsoir à vous, vous nous entendez ? Bonsoir, oui, bonsoir. Merci pour votre présence. Et enfin, Grégor Chapelle, directeur général d'Acteris. Grégor, bonsoir. Bonsoir. Et avec vous, on mettra en garde contre un pic potentiel de demandeurs d'emploi après le coronavirus. Et vous nous proposerez notamment quelques solutions. Merci à vous. Et on commence avec notre professeur d'histoire du soir, c'est vous, Pierre Tilly. Il serait peut-être sage de commencer cette émission sur le 1er mai, ou en tous les cas sur le travailleur, par rappeler les raisons pour lesquelles on a décidé à un certain moment de fêter le travail et quelles en étaient les revendications de cette fête il y a plus de 50 ans. Voilà, effectivement, vous avez cité le mot revendication dans votre introduction. Donc, dès le départ, c'est un moment de revendication. Ça le reste bien sûr aujourd'hui. Alors, je dirais qu'il y a 3 temps historiques. Il y a le temps des pionniers, les temps héroïques, entre guillemets, où le 1er mai, c'est une manifestation qui est interdite par les pouvoirs en place. C'est un moment de revendication et c'est la revendication des 8 heures de travail qui est vraiment essentielle au départ, avec l'idée du triangle rouge, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos. Puis, dans l'entre-deux-guerres, donc après la Première Guerre mondiale jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il y a toujours cette dimension de revendication, de combat mené par le mouvement ouvrier, mais il y a aussi les États, notamment les États dictatoriaux, qui s'emparent de ce symbole de la fête du 1er mai, du travail, pour s'attirer les faveurs des travailleurs, et donc on célèbre le travail pour des raisons politiques et pour des raisons de propagande. Et 3e temps qui commence après la Seconde Guerre mondiale et avec l'instauration du 1er mai comme jour férié et payé en Belgique en 1946, dans une atmosphère de reconstruction du pays, où le travail est mis en avant à côté des enjeux économiques. Non seulement il faut restaurer au niveau économique nos sociétés qui ont connu la guerre, mais il faut aussi restaurer le travail et les dimensions sociales. On vient de créer la sécurité sociale et donc cette dimension reste jusqu'à nos jours avec toujours des revendications lors du 1er mai, avec peut-être cette dernière décennie une dimension nouvelle, c'est une dimension médiatique et politique qui a toujours été présente durant le 1er mai, mais c'est vrai que le 1er mai, depuis quelques années, c'est le moment où au niveau politique, tous les partis politiques, pas seulement les partis de gauche qui ont été à la base de la création de ce 1er mai, différents partis s'expriment par rapport à leur programme politique et posent un certain nombre de revendications. Donc c'est devenu un moment très médiatique, très communicationnel. Et un moment que l'on vivra finalement en confinement aujourd'hui. Il sera médiatique peut-être. Il y aura toujours un discours, on en parlera avec vous Robert Verteneuil. J'aimerais juste rebondir sur ces 8 heures en cycle, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de sommeil. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que
À l'origine, c'était donc ces 8 heures qui étaient revendiquées. Aujourd'hui, elles ont changé, ces revendications. On parlera de télétravail tout à l'heure, mais quelles sont aujourd'hui les revendications, plutôt demain, celles que vous ferez avec les différents leaders syndicaux via Facebook et YouTube, on le rappelle, à 11 heures. Voilà, confinement oblige. Elles ont changé au vu du confinement. Il faut rappeler d'autres bases. Elles n'ont pas changé fondamentalement. Elles ont peut-être changé de nature, mais elles n'ont pas changé fondamentalement. Faut-il rappeler que la fête du travail, c'est un glissement sémantique. La fête du travail a d'abord été la fête des travailleurs. La première fois qu'elle fut fêtée, c'est le 1er mai 1886, et on commémorait la mort de travailleurs qui étaient décédés à San Francisco parce qu'ils s'étaient fait abattre par la police, parce qu'ils manifestaient précisément pour les 3x8. 3x8, c'est la revendication historique de la réduction collective du temps de travail. C'est une revendication fondamentale qui aujourd'hui prend pleinement son sens quand on regarde la situation par rapport à la digitalisation de notre économie, qui fait que demain, la main de l'homme, avec un grand H, sera beaucoup moins utile pour produire des richesses, et que par conséquent, il y aura suffisamment de richesses produites que pour pouvoir répartir le travail en moindre mesure que ce qu'il l'est aujourd'hui. Elle prend du sens, mais c'est vrai que se dire que demain, on revendique à nouveau ces 3x8, ce serait un peu passer à côté de ce qu'on a vu. Dans certaines circonstances, il faudrait presque les revendiquer à nouveau, parce que dans un certain nombre d'entreprises, on fait plus que 8 heures par jour, et si on écoute les revendications patronales, surtout avec les mesures qui ont porté les heures supplémentaires sans récupération, il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui font plus que 8 heures de travail par jour, ce qui est évidemment absolument inacceptable de notre point de vue. Et il est clair, eh bien, il est resté debout parce qu'il y a des gens, des femmes et des hommes, qui ont d'une part, pour un certain nombre, accepté les directives en matière de confinement. Ils ont respecté ce que les autorités leur ont demandé de faire. Et d'autre part, il y a ceux qui ont continué à travailler, qui ont fait tourner l'économie de ce pays malgré tout. Sans doute au ralenti, mais qui l'ont quand même fait tourner. Eh bien, ces gens-là ont fait la démonstration qu'un pays ne tourne pas grâce à des patrons. Un pays ne tourne pas grâce à des actionnaires. Un pays ne tourne pas grâce à des hommes politiques ou des femmes politiques. Un pays tourne parce qu'il y a des citoyens, parce qu'il y a des êtres humains qui travaillent et qui respectent un certain nombre de règles de vie en société. Ça démontre que l'être humain est central dans la réflexion que nous devons avoir. Et donc, dans le cadre de la revendication que l'on peut poser pour le monde du travail à l'occasion du 1er mai, c'est évidemment une revalorisation de ces personnes. On a chanté un peu partout qu'il y avait des métiers essentiels. Est-ce que vous savez que dans les métiers essentiels dont on parle, il y a des gens qui sont encore payés à 10 ou 11 euros de l'heure? Dans ces métiers essentiels, vous parlez des éboueurs, vous parlez des gens qui travaillent dans le nettoyage, ceux-là aussi ont été considérés comme soi-disant essentiels. Et qu'est-ce qu'on fait pour les reconnaître comme étant essentiels? On continue à les payer bassement, on continue à les exploiter, à leur faire des heures supplémentaires et à mal les payer. Eh bien, s'ils sont si essentiels que cela, et je le crois qu'ils le sont, je pense que tout le monde aujourd'hui le sait qu'ils le sont, alors ils doivent être revalorisés en leur donnant des salaires convenables. C'est une revendication très claire que nous posons. Avec d'ailleurs évidemment le thème principal pour nous de dire que le salaire minimum interprofessionnel doit être porté à 14 euros de l'heure, parce que c'est le minimum nécessaire que pour pouvoir vivre dignement. C'est une revendication que la FGTB notamment porte depuis longtemps. C'est vrai qu'ici, en ayant nommé ces métiers comme étant essentiels, comment les pouvoirs politiques pourraient revenir sur cette citation, sur ce mot essentiel qui a vraiment été usé à plusieurs reprises pendant ce confinement, pourraient revenir sur ce terme en disant « Ah non, ils sont essentiels, mais... » pas de là à augmenter leur salaire. Vous posez très bien la question. Comment pourrait-on encore imaginer qu'on va nier ce fait-là? Mais vous savez, on a parlé des métiers essentiels, et évidemment, c'est logique que je parte de cette définition-là pour expliquer pourquoi dans ces métiers essentiels, il y a encore des gens mal payés et que ça n'est pas normal. Mais je dirais de manière générale,
clairement, la démonstration est faite. Ce qui fait tourner un pays, ce sont les gens qui vont travailler dans leur entreprise, quels que soient les postes qu'ils occupent. Et il n'est pas Attention, normal... derrière chaque entreprise se cache un patron d'entreprise aussi. Oui, mais ça n'a pas de problème. Je n'ai jamais nié la responsabilité et l'importance des patrons. Je dis simplement que ce qui fait majoritairement tourner un pays en ce moment, c'est pas le patron qui fait tourner son usine tout seul. S'il n'a pas les ouvriers, les employés dans son usine, l'usine ne tournera pas. Il peut être le meilleur des patrons qu'il veut, le plus ingénieux des patrons qu'il veut, avec les capitaux les plus importants qu'il veut. S'il n'a pas des gens pour travailler dans son usine, elle ne tournera pas. Donc les gens doivent être reconnus pour cela. Ils doivent être payés convenablement. Nous n'avons pas un problème dans ce monde, un problème de richesse. De la richesse, on en crée en veux et en voilà. Elle augmente sans cesse. On leur montre sans cesse. On a dit qu'on allait perdre à cause de la crise sur l'ensemble du monde des milliards de PIB, mais des économistes nous annoncent déjà qu'à la mi-2021, on aura largement rattrapé, on aura même redépassé le PIB mondial. Pas tous. On a fait un débat lundi, on n'était pas tous aussi optimistes. Oui, mais bon, disons que voilà, on est déjà en train d'essayer de faire des plans. Juristes à côté de l'autre, il y en a un qui dit le contraire de l'autre. Dans les économistes, c'est manifestement la même chose. Mais il n'empêche que la courbe le démontrera. Les richesses, elles existent. Nous n'avons pas donc un problème de création de richesse, nous avons un problème de répartition. Et c'est là quelle est la solution. C'est dans une meilleure répartition des richesses. À quoi cela sert-il d'avoir des économies qui tournent, d'avoir des entreprises qui tournent, si les richesses qu'elles créent ne servent qu'à alourdir les poches de ceux qui en ont déjà beaucoup, avec le travail de ceux qui n'en ont pas. Ça n'a pas de sens. En plus, d'un point de vue économique, ça ne tient pas non plus la route. On sait très bien que dès l'instant où on augmente les salaires de ceux qui ont les plus bas salaires, c'est ceux qui vont le plus consommer. Si vous quelqu'un qui gagne 5 000 € par mois, si vous lui donnez 5 200 €, il ne va pas forcément injecter les 200 dans l'économie réelle. Si vous donnez à quelqu'un qui gagne 1 100 € par mois, 1 300 €, je peux vous dire qu'il va les dépenser dans l'économie. Bon, l'intérêt, c'est de se poser la question de savoir si effectivement c'est aujourd'hui l'opportunité de glisser ce type de discours que vous menez déjà depuis longtemps, et à savoir si c'est l'heure de la concrétisation de ce discours. Mais on reviendra vers vous tout à l'heure. Grégoire Chapelle, on se dirige vers vous. Vous êtes donc le directeur d'Actiris. Ici, on évoquait l'importance de certains métiers qui ont vraiment été mis au devant de la scène ici pendant le confinement. La plupart de ces métiers sont réalisés par des intérimaires. Si j'évoque l'exemple pris par Robert, à savoir notamment les éboueurs, les ménagères, etc., qui travaillent donc dans le nettoyage. Est-ce qu'au sein d'Actiris, on voit déjà une modification des codes? Est-ce qu'on sait comment affronter la crise qui devrait survenir, puisque vous-même parlez d'un risque de pic de demandeurs d'emploi à un certain moment, à savoir après le coronavirus? Alors, l'organisation que je représente, l'équipe d'Actiris, c'est une organisation qui est très volontariste et qui est souvent très optimiste. Nous nous qualifions de fournisseurs de solutions pour l'emploi bruxellois, en tant que service public d'emploi. Aujourd'hui, malheureusement, je dois vous dire que nous sommes extrêmement pessimistes, et beaucoup plus qu'un pic de chômage qui donne l'idée que ça va monter mais que ça va redescendre juste derrière. Je voudrais plutôt vous parler d'un choc de chômage massif. Et je fais malheureusement partie des pessimistes qui pensent que nous n'avons pas encore pris toute la mesure de la gravité de la situation. Alors en Belgique, 1 200 000 chômeurs temporaires. Nous sommes, grâce à notre sécurité sociale, nous avons ce mécanisme qui sauve les individus temporairement, mais nous avons aussi un mécanisme qui nous sauve collectivement, puisque ça joue un rôle macroéconomique contre-cyclique, en permettant à chacun de garder un revenu et donc de continuer à consommer. Mais ça, c'est dans notre petit pays, c'est dans quelques pays avancés avec des sécurités sociales fortes, avec des systèmes de solidarité organisés forts. Mais si vous regardez le reste du monde, aux États-Unis aujourd'hui, 30 millions de chômeurs en 6 semaines. On est passé de 4% de chômage à 25% de taux de chômage. Vous allez avoir la même chose. Vous lisez les analyses de la Banque nationale britannique, allemande, française, italienne. C'est l'ensemble des économies qui va ralentir de façon violente. Et donc, derrière le choc de l'offre, donc derrière l'arrêt de la production ou l'arrêt de l'offre des services, par les pertes de revenus, voilà, il y aura un choc de la demande par la perte massive de revenus. On peut citer d'autres dangers, le danger de ce que les compagnies aériennes tombent en faillite, 50% des compagnies aériennes. Alors personnellement, je ne vais pas m'inquiéter, je vais plutôt me réjouir pour la planète que les compagnies aériennes tombent en faillite, sauf qu'il y a des emplois dans ces compagnies aériennes, et puis surtout, il y a des banques derrière, parce que les compagnies aériennes sont des entreprises qui sont lourdement endettées vis-à-vis du secteur bancaire, donc il y a un risque de contagion. Et puis il y a un autre facteur le plus important, c'est la peur. Malheureusement, de façon légitime, les citoyens, les travailleurs, les travailleuses, les consommateurs ont peur pour leur santé.
mais ils ont aussi peur pour leur avenir économique, pour leur sécurité financière, et donc ils vont malheureusement cesser de consommer. C'est ce qu'on voit déjà en Chine, où les premières analyses économiques post-coronavirus, on voit que la classe moyenne chinoise a cessé de dépenser, et donc ça a un effet qui malheureusement approfondit la crise économique. Donc moi je ne pense pas qu'on va rentrer dans une récession, je pense qu'on rentre malheureusement dans une dépression, et qu'il est temps que ceux qui pilotent nos collectivités tirent les leçons du coronavirus. Il ne faut pas commettre la même erreur. On a assez d'indications. Vous entendez Esther Duflo, la prix Nobel de l'économie 2019. Vous entendez Georges Hugeux, l'ancien patron de la bourse de New York, qui sont des gens sérieux, qui tirent la sonnette d'alarme et qui disent il faut agir maintenant. Il faut agir maintenant pour renforcer la demande, pour donner des revenus aux travailleurs et aux travailleuses. Et pour donner des revenus aux travailleurs et aux travailleuses, eh bien, il faut leur donner de l'emploi. On est dans le moment keynésien par excellence, l'économiste John Maynard Keynes. C'est maintenant que la collectivité doit prendre des mesures ambitieuses pour créer les emplois dont notre collectivité a besoin, dans le soin aux personnes. Si on n'avait pas définancé les soins de santé comme on l'a fait pendant des années, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et puis aussi pour financer les emplois de soins à la planète. Et on verra tout à l'heure ce que ça veut dire, en fait, d'inviter la collectivité à parler d'une seule voix pour s'intéresser à ce risque de pic de demandeurs d'emploi après le Covid-19. Restez avec nous, il est 20h28, on fait une courte pause, à tout de suite. Chico de Luna. Ciao, merci. COVID, que la tienen negativa. Ah, c'est pas? Cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia. 20h29 sur LN24, merci d'être avec nous ce soir. Ce soir, on parle de travail, on parle de travailleurs, on parle de Covid-19 et surtout de l'impact que la crise aura sur les travailleurs belges de demain. Florence Blémont, on évoquait tout à l'heure avec Grégoire Chapelle l'importance pour tous, en fait, de prendre conscience qu'une crise risquait de survenir après le Covid-19, c'est celle des travailleurs, du chômage, de la demande d'emploi. Et vous, donc on le rappelle, vous êtes CEO de WooWoo Community qui s'intéresse aux femmes entrepreneurs et vous avez des propositions à faire à l'État et aux entreprises pour vivre au mieux ce confinement et pour en sortir. Mais je pense que déjà, cette crise, c'est une belle opportunité. La première mesure qui est ressortie aussi avec notre sondage, c'est déjà de faire valoir l'égalité des chances. Il faut savoir qu'à Bruxelles, il y a seulement une femme sur deux qui travaille. Et ça, c'est déplorable parce qu'en fait, c'est toutes des travailleuses potentielles travailleuses qui sont chez elles, qui font des tâches ménagères, qui n'ont pas de possibilité de garderie. Donc je pense que la première chose à faire, on est quand même un des pays les plus développés au monde, c'est d'égaliser le congé de paternité et de maternité, comme dans les pays nordiques. 3 mois pour les deux. Moi-même, je suis employeuse. C'est compliqué, et pourtant je n'engage que des femmes, je montre l'exemple, mais j'avoue que c'est compliqué de se dire qu'on engage quelqu'un qui potentiellement, quand elle aura des enfants, va prendre congé 3 mois, et un homme pas. Donc là déjà, on va égaliser. Ça fera aussi moins de tâches quotidiennes pour les femmes, parce que les femmes ont toujours 8 heures de plus que les hommes par semaine, de tâches quotidiennes, de tâches ménagères. Donc ça va rétablir ces femmes qui vont gagner de l'argent, monsieur le disait, elles vont aussi dépenser. Donc ça va relancer l'économie. Parce que là, en fait, c'est remettre les minorités au travail. Les femmes ne sont pas une minorité. C'est plus de 50% de la population. Mais dans le marché du travail, ce sont
des minorités. Et donc ces minorités qui n'ont pas les moyens aussi de payer des garderies dans les écoles, etc., si on égalise déjà les congés de maternité et de paternité, ça a déjà relancé, à ce point de vue-là, une partie de l'économie. Pour l'instant, ni garderie, ni école. Donc c'est vrai qu'ici, j'imagine, au sein des foyers, on se pose la question de savoir comment reprendre le travail. Alors au Canada, je suis désolée, mais donc au Canada, il y a une mesure qui a été prise, c'est-à-dire la permission de s'organiser entre voisins ou avec 2-3 copains-copines de l'école pour faire une classe à la maison. Parce que là, les enfants vont reprendre l'école, mais 1 jour par semaine. Mais imaginez, quand vous êtes mère de foyer avec 2 enfants en bas âge, c'est presque impossible de faire du télétravail. Donc, OK, mais avec des aménagements. Ça, c'est la première mesure qu'on pourrait faire. Et du coup, ça va aussi égaliser les salaires. Ça va faire... oui, ça va vraiment relancer les minorités sur le marché du travail. Ici, on arrive à un point, on reviendra sur les 2 mesures, mais on poursuit les discussions. On arrive à un point quand même assez intéressant qui, a priori, sera vraiment mis en exergue par cette crise. C'est le fait qu'aujourd'hui, on va arriver à un moment où en fait, les entreprises vont vouloir rattraper leur retard. On l'entend déjà partout, il faut rattraper le retard économique. Mais les employés ont peut-être vécu un trauma qui leur fera se dire, bon, j'ai peut-être pas envie de retourner demain au travail pour être surproductif. Robert Verteneuil, comment est-ce qu'on peut s'adonner au rééquilibre des forces entre les employeurs et les employés ? Mais d'abord, je trouve assez intéressant la proposition qui est faite. J'avais dit au début qu'on risquait de se disputer, mais au contraire, on est d'accord. Remettre les minorités au travail. Non, sur la question effectivement, d'abord de la discrimination qui est faite entre les femmes et les hommes sur le marché du travail en général, et pas uniquement sur cette question-là. Mais je suis assez heureux qu'on veut donner 3 mois de congé de paternité, alors que la Fédération des employeurs de Belgique était contre d'en donner 20 jours. Il faudra leur faire remonter le message de votre part. Mais par ailleurs, vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, les travailleurs, ils sont dans une double difficulté. D'abord, je pense que l'ensemble des gens aspirent à pouvoir reprendre le travail. Je pense que les gens en ont évidemment un peu marre de rester confinés chez eux. Au bout d'un certain temps, les premiers jours, ok, ça fait un peu de repos, mais au bout d'un moment, on commence à avoir des difficultés. Et je pense que les gens aspirent à pouvoir reprendre une vie normale, à voir leur famille, à pouvoir faire des courses, et aussi de pouvoir reprendre le travail normalement. Il y a une deuxième raison pour laquelle les gens veulent reprendre leur travail, c'est que évidemment, quand ils sont privés de travail, ils ont aussi des difficultés de revenus. Donc, ils ont envie de reprendre le travail pour récupérer leurs revenus. Mais dans le même temps, les gens sont terriblement dans l'inquiétude. Ils ne sont pas sûrs qu'ils vont rencontrer dans leur entreprise toutes les conditions de préservation de leur santé. Quand ils vont les rencontrer, ils ne sont même peut-être pas tout à fait sûrs qu'elles sont suffisantes, parce qu'il y a là une psychose aujourd'hui que les gens ont par rapport au virus. Et donc, on est avec une série de travailleurs qui veulent aller travailler, qui vont aller travailler, mais qui vont y aller avec la peur au ventre. Un peu comme les mineurs à une certaine époque au début du 20e, qui allaient à la mine en sachant qu'ils avaient toutes les chances de contracter des maladies mortelles, mais qu'ils y allaient parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix que pour gagner leur vie. Eh bien, c'est un peu ça qui risque de se passer. Dans la tête des gens, c'est très compliqué à devoir vivre ça. Et donc, je pense que la seule manière de résoudre ça, c'est il faut travailler sur les conditions de cette reprise. Et je crois que il y a sans doute un côté un peu précipité dans la reprise du travail qui est aujourd'hui en route, parce que toutes les conditions ne sont pas réunies selon nous, pas partout en tout cas, et que pour qu'on soit sûr que les bonnes conditions soient réunies, il faut qu'il y ait de la concertation préalable dans l'ensemble. C'était tout l'objet de cette idée de concertation sociale dans les secteurs, qui sur base du fameux guide des bonnes pratiques voilà, qui a été j'allais édité faire référence à par ce le guide. Conseil supérieur de prévention et de protection, que tout le monde a salué. Vous savez qu'au G10, les partenaires sociaux, employeurs et travailleurs et représentants des travailleurs ont salué le travail de ce Conseil supérieur. Donc tout le monde est content de ce guide. Donc ce guide doit pouvoir devenir une référence. Il doit pouvoir être une référence à minima et il doit pouvoir servir de guide à ceux qui concluront des protocoles d'accord dans les secteurs pour adapter les dispositions aux entreprises, au secteur. On sait bien qu'une entreprise n'est pas la même qu'une autre et que les conditions doivent parfois être affinées que pour pouvoir être efficaces. Il faut au moins travailler là-dessus. Quand on aura des accords là-dessus, on va pouvoir déjà un peu plus facilement avoir les travailleurs qui vont adhérer à cette... Ils vont donc retourner plus volontairement au travail avec un peu plus d'assurance. Et c'est de l'intérêt des deux parties. C'est de l'intérêt du travailleur de pouvoir travailler dans de meilleures conditions, et c'est dans l'intérêt de l'employeur, parce que ça veut dire qu'il va avoir des travailleurs qui vont fonctionner normalement. Si vous êtes dans l'inquiétude, si vous êtes dans la peur de contracter une maladie à cause de votre voisin de bureau ou votre voisin sur la machine,
forcément, vous allez avoir une baisse de productivité, vous allez avoir une perte vous allez être inattentif. Donc on a compris, il faut un retour au travail le plus serein possible. Pour et cela, la seule certains manière de cadres l'avoir sont serein, c'est organisés. de travailler sur les conditions de la crise. Et quand on travaille sur ces conditions-là, on rassure les gens. Et en plus, on a une petite garantie qu'on va finir par trouver les bonnes mesures de prévention. Vous évoquez la crise comme si ici, c'était vraiment un plan d'urgence, en fait, cette reprise au travail. Ce guide qui a été formulé par le SPF Emploi, c'est presque un plan d'urgence. Or, on se pose tout de même la question de savoir à quel point la reprise du travail va être modifiée et à quel point cette modification sera pérenne et persistera. Pour cela, je m'en remets peut-être à notre historien du soir, Pierre Tilly. On le sait, de nombreuses crises à travers l'histoire ont suscité une modification des comportements et un bouleversement des paradigmes, notamment du paradigme travail. Ici, on se pose beaucoup cette question de savoir si cette crise va susciter des gros changements pour le travailleur. Est-ce que cela, d'après vous, ce fameux guide des bonnes pratiques pour le travailleur, ça pourrait être la première pierre d'un nouveau mur travail ? Alors, il est sans doute trop tôt d'un point de vue historique pour tirer les conclusions de cette crise. On est au début de cette crise, donc il faudra le temps nécessaire pour en mesurer les conséquences. On peut regarder vers l'arrière, vers l'histoire, pour peut-être mettre en évidence certaines leçons ou certains éléments. Comparaison n'est pas raison, mais un élément, il me semble important, c'est la confiance, la notion de confiance. Après chaque crise, qu'elle soit économique, financière, les guerres, la confiance a été un élément essentiel. Restaurer la confiance dans la population, restaurer la confiance chez les acteurs, c'est un élément très difficile parce que c'est psychologique, c'est matériel. Il faut pouvoir restaurer des conditions matérielles qui permettent à la population de retrouver une vie normale. Mais on est aussi dans le psychologique. Donc ici, il faudra très certainement, dans les mois, dans les années qui viennent, restaurer cette confiance. Et là, sans doute que les États en général, vont avoir un rôle important. C'est peut-être un retour historique d'un rôle plus important de l'État dans nos sociétés, pas seulement au niveau social, au niveau de la santé, mais aussi au niveau économique. Les États ont été fortement mobilisés. Les États sont intervenus depuis le début de la crise pour assurer un tissu de protection à la population. Donc, quel sera le rôle des États après la crise? Est-ce que les États vont pouvoir maintenir ce rôle important et vont pouvoir jouer ce rôle important de protection? C'est une question effectivement qu'on a posée notamment lundi dernier ici. J'aimerais juste qu'on se refocalise sur le travailleur. Je sais que l'État a son rôle à jouer évidemment dans la façon dont le travail continuera d'évoluer, mais si on reprend les termes utilisés en début d'émission, ces métiers dits essentiels, est-ce que d'après vous, on pourrait vivre un renversement des métiers qui seraient mis en valeur dans la société ? Ces métiers qu'on a vus fleurir ici pendant le coronavirus, qui ont été extrêmement pénibles. Là aussi, il y a le caractère pénibilité, il y a le caractère santé mise en danger. Est-ce que ça va jouer dans les métiers de demain, le travail de demain ? Moi, il me semble en tout cas que le rôle des services publics a été remis en exergue, a été remis au devant de la scène, dans les hôpitaux, bien sûr, le secteur de la santé. Les questions de l'éducation ont été fort présentes aussi. Donc, bien sûr, ce sont des secteurs qui sont encore très importants aujourd'hui dans la production de richesses, dans le PIB. Mais c'est vrai que ces 20 ou 30 dernières années, on a attaqué beaucoup les services publics, on les a remis en cause. On a mis en évidence l'importance aussi de faire des prestations autrefois publiques sous des formes nouvelles, des formes privées. Donc, je pense que là, ça va contribuer à un débat important à la reprise, à la suite à cette crise. Quel sera le rôle demain, accru ou non, des services publics? Je pense que suite à cette crise, les données du débat vont certainement changer. Et voilà, ce sera un élément important du débat public, mais aussi des choix politiques qui seront faits après la crise. Et c'était le cas à d'autres périodes de l'histoire, quand il y a eu des crises économiques, encore une fois politiques, financières, ou des guerres. Le rôle de l'État, des services publics ont été à chaque fois au cœur des débats et au cœur des plans de relance qui ont été réalisés. Merci à vous, Pierre Tilly. Il est déjà 20h41. On doit marquer une deuxième pause. C'est la dernière de la soirée. Et puis on se retrouve pour nos 15 dernières minutes. À tout de suite. COVID, que la tienen negativa.
Ah, c'est pas? 20h42 sur LN24, le paysage du travail belge sera-t-il totalement modifié fondamentalement après le coronavirus? C'est la question qu'on se pose ce soir. On a parlé des demandeurs d'emploi et on clôture ce chapitre avec vous, Grégoire Chapelle, directeur d'Actiris, puisque vous avez adressé 3 demandes par le biais d'une carte blanche qui est parue dans la Libre ce mardi. Quelles étaient ces 3 demandes pour, on le rappelle, toujours éviter que ce pic de demandeurs d'emploi n'explose après le coronavirus? Peut-être d'abord dire que cette carte blanche était un front peu commun entre le patron du VDAB, Wim Adriaens, la responsable du Forum, Marie-Christine Van Bockestal, mais aussi Olivia Petittot de Bruxelles Formation et François Perle de l'INAMI, et puis moi-même au nom d'Actiris. Et ensemble, nous disons, après déconfinement, doit venir emploi. Après le D de déconfinement, doit venir le E de emploi. Et nous sommes inquiets que... d'une part, on sous-estime l'ampleur du choc de chômage qui vient et qu'on ne nous donne pas les ressources suffisantes pour accompagner les vagues de chercheurs d'emploi qui vont arriver. C'est une certitude. Et donc, qu'on ne nous mette pas dans la situation des hôpitaux aujourd'hui. Et donc, c'est aujourd'hui qu'il faut prendre les décisions pour nous renforcer et nous donner les ressources suffisantes que pour avoir des solutions pour les chercheurs d'emploi demain. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des chercheurs d'emploi qui sont ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi, qui parfois ne savent ni lire ni écrire, ou qui ont des problèmes de connaissance des langues, ou qui ont des problèmes de maîtrise du digital, alors que tout ce que nous vivons aujourd'hui démontre l'importance du digital. Et ces personnes les plus fragiles, elles vont être doublement victimes de la crise qui vient. C'est ce qu'on avait vu en 2008, mais ici, on va être dans un rapport de 1 à 10 par rapport à la gravité de 2008. Et donc, nous nous inquiétons fortement pour ces personnes, les usagers du CPAS, et nous disons, pour la bonne santé de chacun, mais pour la bonne santé de la société globalement, il faut investir dans les solutions. Alors, en effet, on a attiré l'attention sur 3 solutions. La première, c'est faire un appel aux employeurs pour que les employeurs nous transmettent leurs offres d'emploi, qui soient dans une démarche inclusive. Comme le disait Florence Blémont, il faut offrir de l'emploi aux femmes, aux personnes d'origine étrangère, aux jeunes, aux plus âgés, aux personnes qui ont un handicap. Donc il faut oser l'inclusion. Et si jamais les offres d'emploi ne viennent pas, il faudra réfléchir, comme l'a fait Bernard Clairfailly, le ministre de l'Emploi bruxellois, à une transmission obligatoire des offres vers les services publics d'emploi. Donc, première solution, les employeurs nous transmettent leurs offres. S'ils ne le font pas, il faudra éventuellement les y contraindre. Deuxième solution, il faut réfléchir à investir dans la force de travail qui sera inoccupée, c'est-à-dire un chercheur d'emploi. On peut investir pour le former, pour qu'à la sortie du choc de chômage, il soit capable de travailler. Dans la déclaration de politique régionale bruxelloise, il existe une proposition qui s'appelle le revenu de formation, qui propose de monter jusqu'à 400 ou 500 euros net par mois en complément des allocations de chômage pour les chômeurs qui vont se former. Le but, c'est que la personne ait une compensation à la perte de son pouvoir d'achat, mais surtout qu'elle se forme et qu'en sortant, elle puisse travailler. Et alors, la troisième mesure que je mettrai sur la table, c'est une mesure dans les CPAS. Nous savons que beaucoup de petits indépendants de TPE vont se retrouver au CPAS parce que leur activité va s'arrêter. On pense à l'Oreca. Ce sont des gens qui n'ont pas cotisé malheureusement à la sécurité sociale et donc n'ont pas ouvert leur droit au chômage. Ils vont se retrouver usagers des CPAS. Eh bien là aussi, il faut que la collectivité crée les contrats aidés qui existent, les articles 60, et qu'il y ait suffisamment d'articles 60 qui soient créés pour augmenter le soin à la personne et augmenter le soin à la planète, puisque je pense qu'on a bien compris cette fois-ci le message de la planète. Quand on ne prend pas soin de la planète, elle a du mal à prendre soin de nous.
Ce qui interpelle dans ces différentes demandes et dans la façon dont elles sont adressées, c'est justement le biais, à savoir c'est via un quotidien que vous avez décidé d'adresser ces mots aux politiques. Est-ce que là, il y a une rupture de communication? Est-ce que d'après vous, le pool d'experts n'est pas suffisamment bien fourni, chargé, pas suffisamment multiple et diversifié, Grégoire Chapelle? Non, il ne s'agit pas de ça. Les relations avec le ministre de tutelle, en tout cas avec Bernard Clairfaillet à Bruxelles, sont excellentes, mais les arbitrages budgétaires, ça se joue aussi avec la pression de l'opinion publique. Un ministre de l'Emploi... Donc c'est plutôt une carte blanche à destination du public que véritablement pour les politiques. Et des décideurs. Rappelez que le non-emploi, ça coûte 32 000 euros par an et par personne. Parce que quand je mets toutes ces revendications, j'imagine que les citoyens se disent « mais comment on va payer ?» Eh bien, la réponse est, vous payez déjà aujourd'hui. Quelqu'un qui n'est pas à l'emploi, il coûte 32 000 euros par an, et c'est une bonne chose grâce à la sécurité sociale. Demain, avec l'augmentation du chômage, vous avez le choix soit d'avoir des dépenses pour laisser les gens dans l'inactivité, soit d'avoir des dépenses pour que soit les gens se forment, soit qu'ils travaillent au service de la collectivité. Et c'est pour mobiliser les citoyens, les corps intermédiaires, les décideurs, les corps économiques, que nous avons décidé de rédiger cette carte blanche tous ensemble. Et pour tirer la sonnette d'alarme et que tout le monde peut-être prenne conscience de ce qui nous attend, peut-être si on ne fait rien. Quelqu'un qui n'a pas décidé de rien faire, c'est vous, Florence Blémont, puisque vous aussi, vous avez émis des mesures. On en a énoncé une tout à l'heure, vous en aviez deux à suggérer pour toujours favoriser cette remise au travail, parce qu'effectivement, le fait de parler de travailleurs après le Covid-19, c'est surtout parler de non-travailleurs, puisqu'il y a un chômage temporaire qui a explosé avec le confinement. Alors, je remercie Grégoire Chapelle parce que ce chiffre, je ne l'avais pas. Donc, 32 000 euros par an par personne qui ne travaille pas. Je me demande dans quelle mesure il ne serait pas super intéressant, parce que nous, on a fait un sondage auprès des entrepreneuses. Quand même 80% d'entre elles qui aimeraient engager une personne pour les aider. Il faut savoir que ce sont souvent des TPE, des PME. Mais voilà, contrairement aux grosses entreprises, il n'y a pas forcément le budget pour engager quelqu'un. Il faut savoir que monsieur parlait de plus d'argent dans les poches des travailleurs. Évidemment que quand moi je paye les femmes qui travaillent avec moi, j'ai envie qu'elles aient plus dans leur poche. Donc peut-être que là, il y a quelque chose à faire par rapport à ces 30 000 euros de coûts et par rapport au coût d'engager quelqu'un, de donner l'opportunité à ces TPE et à ces PME d'engager des personnes en plus. Pourquoi pas? Parce qu'elles sont ravies du droit passerelle. Permettre aux employeurs de continuer à toucher ce droit passerelle pour finalement mettre leur salaire en berne. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le feraient, et engager une personne en plus. Alléger leur salaire. Mais quand on est un parent solo et qu'on est entrepreneur, c'est impossible de ne pas se payer. Surtout quand on a vécu un confinement. Là, c'est clair qu'on ne va pas bondir sur les offres d'emploi. Donc, allonger ce droit passerelle pour qu'on puisse engager des gens, ça, ce serait l'égalité des chances pour les petits entrepreneurs et entrepreneuses. Je trouve que ce serait une bonne idée. Je ne sais pas si c'est faisable, mais... Voilà, une idée mise pour lutter donc contre ce fameux pic de demandeurs d'emploi qui nous attend peut-être. Robert Verteneuil, ici on a quand même le sentiment que pas mal de revendications sont faites par les organisations syndicales, par les employeurs et par différents acteurs du terrain. Est-ce que c'est une opportunité finalement cette crise de montrer que tout ne fonctionnait pas comme prévu, qu'en mettant les moyens là où il faut, on pourrait réinventer une société? C'est une opportunité d'après vous ? Je ne sais pas s'il faut la qualifier d'opportunité, mais en tout cas, c'est une démonstration. Ça, c'est clair qu'il y a une démonstration par la crise qu'un certain nombre de choses ne fonctionnaient pas. Le système ne tourne plus comme il faut. Il se casse la figure, c'est une évidence. Et que probablement un certain nombre de comportements, puisqu'on se concentre ce soir sur la question du travail, de comportements au travail, vont changer. Vous avez cité l'exemple du télétravail. Bon, on a vu une explosion du télétravail. Sauf que quand il était utilisé dans la mesure où il était utilisé jusqu'à présent, il y avait un consentement entre l'employeur et le travailleur pour pouvoir le faire, et on convenait d'un certain nombre de dispositions pratiques pour le faire. Maintenant, à partir du moment où ce télétravail pourrait devenir beaucoup plus généralisé, il va falloir codifier les choses de manière beaucoup plus sérieuse. Parce que comment est-ce qu'on délimite la limite, c'est le cas de le dire, entre le temps de travail et le temps privé? Surtout si on rebondit sur les premières revendications du 1er mai, les 3x8. Oui, mais je voulais simplement déjà dire, c'est au moins être sûr qu'on va respecter le temps de travail. Parce que quand vous êtes chez vous, vous ne savez pas mesurer les choses, il n'y a pas de pointeuse chez vous, par exemple.
Vous utilisez un espace, comment est-ce que cet espace qui est le vôtre chez vous peut être mis à disposition de votre employeur? Parce que quand vous utilisez votre espace privé pour exécuter du travail, vous faites du travail pour votre employeur. Donc il y a une série de choses qu'il va falloir discuter, les conditions de sécurité, si je me casse la figure dans l'escalier en montant pendant ma pause, est-ce que c'est un accident de travail? Alors que si j'étais à l'usine, c'est un accident de travail. Et donc voilà, il y a des choses comme ça qu'il va falloir déterminer, mais je pense que ce n'est pas une difficulté, mais ce qui est démontré par ce qui est en train de se passer, c'est qu'en effet, il y a des choses qu'il va falloir changer dans la façon dont le travail est organisé. Toutes les mesures en matière de préservation de santé et de sécurité vont démontrer aussi que l'organisation pratique du travail dans un certain nombre d'entreprises va être différente, y compris dans des petits commerces. Le commerçant, je dirais, qui tient par exemple une boulangerie, ne va plus accueillir ses clients de la même manière, et donc ses travailleurs ne vont plus non plus travailler de la même manière par rapport à ses clients. Donc, mais ça va perdurer, d'après vous? Ça va rester, cette façon d'être peut-être hostile un petit peu au client, à l'autre, au sein même d'un commerce? Tant qu'on n'aura pas, comme on le disait tout à l'heure, restauré suffisamment de confiance, il y aura toujours de la réticence dans le chef. Il y aura de la réticence dans le chef du travailleur, et il y aura de la réticence dans le chef du client quand on parle de commerce. Il y aura, quand on sera dans une entreprise, quand il y aura un fournisseur qui arrivera, si on est d'accord sur les conditions de travail à l'intérieur de l'entreprise, on ne connaîtra pas nécessairement les conditions de travail du fournisseur. Et donc on va s'inquiéter de voir ce fournisseur arriver. Des choses aujourd'hui sur lesquelles on ne s'inquiète absolument pas. Et donc, je pense en effet que la crise sur la question de l'organisation du travail va amener nécessairement, en effet, des modifications. Malgré nous. Elles vont s'imposer à nous. Avez-vous le sentiment que les travailleurs, même si c'est très difficile de faire des généralités puisqu'il y a autant de travail que de travailleurs, les travailleurs ont le sentiment d'avoir leur voix au chapitre dans cette modification des codes? Est-ce qu'il y a des concertations, vous qui êtes leur porte-parole? Je pense qu'à certains endroits, ils sentent avoir le droit au chapitre, mais dans beaucoup d'autres, ils ne l'en ont pas. Par exemple, dans tout le monde de la petite et moyenne entreprise, avec beaucoup de respect que j'ai pour les entrepreneurs des petites et moyennes entreprises, parce que je pense que parfois ils sont négligés et qu'ils sont les parents pauvres du monde patronal par rapport à des grosses entreprises qui bénéficient de beaucoup de choses en regard à ce que les petites et moyennes entreprises ont. Mais quand on a un travailleur dans une petite et moyenne entreprise, il n'a pas de délégué sur qui il peut se retourner si à un moment donné, il a un problème. Certes, on me dira qu'il peut avoir un dialogue avec son employeur, et j'espère qu'en effet, il en a. J'ai pas de problème par rapport à ça. Mais si à un moment donné, il a un problème, il n'a personne pour se défendre sur place. Donc, il va devoir éventuellement aller demander conseil à l'extérieur, poser des plaintes à l'inspection du travail, etc. Mais c'est compliqué, ce genre de choses. Et donc, il y a là, parfois, des travailleurs qui, en effet, disent moi, je ne sais pas ce que je dois faire, je ne sais pas comment me défendre. J'avais pas plus tard que tout à l'heure quelqu'un qui me posait la question. Je travaille comme juriste quelque part. J'ai été mis en télétravail pendant toute la période de confinement. J'ai donc pu continuer à faire mon boulot, mais de chez moi. À partir du 4 mai, au nom du déconfinement, mon employeur me dit « Je dois revenir au travail lundi ». Attention que l'employé peut dire non. Est-ce que je suis obligé de retourner au travail? Non, c'est-à-dire que stricto sensu, le télétravail, dans l'état actuel de la législation, c'est un accord entre l'employeur et le travailleur. Et donc, à partir du moment où l'employeur ne veut plus donner du télétravail et qu'il dit à son travailleur, vous devez revenir travailler, le travailleur n'a pas beaucoup de solutions, il doit retourner au travail. Et ce travailleur, on ne va pas lui demander son avis, on lui a imposé. Donc, si vous posez la question à cette personne, elle vous dira qu'elle n'a pas eu beaucoup de droit au chapitre. Par contre, si on est dans des entreprises où, par exemple, il y a des CPPT qui fonctionnent bien, qui sont réunis convenablement, où il y a un vrai dialogue, il y a une intervention, notamment des services externes ou internes de prévention et de protection, là, probablement que les gens auront le sentiment d'être plus écoutés et dont on tient mieux compte. Je ferai d'ailleurs remarquer au passage, vous avez tout à l'heure parlé des experts qui ont travaillé sur les conditions du déconfinement. C'est quand même bizarre, mais autour de la table, il n'y avait pas un seul expert en médecine du travail. Il y avait beaucoup d'experts, mais personne n'était un expert en médecine du travail. C'est quand même un peu curieux quand on parle de reprendre le travail. Et c'est curieux si on sait que ce cadre de travail sera peut-être un cadre qui durera plus longtemps que le simple déconfinement. On se demandait ce soir s'il y aurait un avant et un après coronavirus pour les travailleurs belges. Une question à laquelle on a tenté de répondre ce soir avec nos 4 invités. Merci à tous les 4. Robert Verteneuil, Florence Blémont, Pierre Tilly et Grégoire Chapelle. Il est 20h26, 56 plutôt. Je vous souhaite une très belle soirée et on se retrouve lundi. À très vite.